Salut à tous, épisode 16 avec Corandon Alpecin. C'est intéressant parce qu'on va aborder là une partie du calendrier qui me plaît énormément. Cet enchaînement Strade Bianche Paris-Nice avec, vous allez voir, on va traiter la moitié de Tirreno parce qu'en fait, sinon c'est trop long. Déjà là, ça va faire 40 minutes. Alors c'est parti, on y va, on va s'intéresser à nos objectifs de saison. Vous voyez que ça commence à se préciser, ça va quasiment dans l'ordre croissant au niveau de l'importance, accordé par le sponsor. Il y a des petites missions pas évidentes, les top 5 sur Paris-Nice, Tirreno, avant une période ensuite qui sera majeure, mais peut-être plus favorable pour nous, surtout quand on possède dans son équipe un Mathieu Van Der Poel. Bon, petite historique sur les Strade Bianche, on va prendre 2-3 minutes, histoire de rendre hommage à certains vainqueurs du passé, resituer les choses aussi dans la partie. Moser en 2013, un Kwiatkowski qui s'était joué de Peter Sagan en 2014. Les images sont éloquentes, sur la toute fin de la montée, le mur de Sienne là était vraiment incroyable. Sagan avait été vraiment dominé par Kwiatkowski. Ce sera pas la dernière fois. Stybar en 2015, qui avait eu fort à faire avec, vous reconnaissez, Alejandro Valverde qui est là. Mais au final, Stybar va se jouer de Greg Van Avermaet et voilà, terminé solo. C'est difficile quand un coureur a pris le dessus sur le replat qui suit le mur de Sienne. C'est très difficile de le reprendre derrière. Regardez par exemple, en 2016, c'est Fabio Cancellara qui va prendre son troisième Strade Bianche. Il passe devant, là, voilà. On a ce jour-là, je crois que c'était Gianluca Brambilla là. Brambilla qui était dans les parages, il y avait Stybar aussi. Et au final, Cancellara croque, quoi. Voilà, boum, troisième, tac. Ce sera les dernières Strade Bianche pour Cancellara en 2016. Et un truc qui est vraiment pas banal, c'est le final, c'est pas la carte du profil global. Là, c'est les 20 derniers bornes, ou 30. Kwiatkowski qui était sorti hyper loin en 2017, et il avait terminé en solitaire. Énorme Kwiatkowski en 2017 sur cette course. Vraiment, elle est savoureuse, celle-là, pour le coup. Bien plus savoureuse que celle de 2014, parce que là, il avait ultra bien joué son coup, mais en solo, en costaud. Et 2018, comment est-ce qu'on peut l'oublier, le départ de Tish Benoît dans le Tolf, dans ce secteur de gravillon du Tolf. Regardez, c'est là que notre ami Tish va partir pour ce qui reste à ce jour sa victoire la plus marquante. C'est pas sa seule victoire, il a ramassé des toutes petites choses à droite à gauche. On va juste citer en août une petite victoire sur le Tour du Danemark, parce que sinon c'est vrai qu'il n'y en a quand même pas des masses, des victoires vraiment. Il y a beaucoup de places, mais des victoires il n'y en a pas beaucoup pour Benoît. Je crois qu'en fait il y en a 2 en tout, je veux pas être mauvaise langue. Et puis après, hop, on passe en 2019, in-game, je vais pas vous montrer Alaphilippe et Fuglsang, puisque notre partie elle a démarré en 2019 avec la revanche. Pourquoi je parle de revanche pour Valverde ? Tout simplement parce que notre ami Valverde, il a été très souvent placé, quand il était là en tout cas, il était placé, et à l'image d'un Van Avermaet qui était aussi placé sur l'Strade Bianche sans être gagnant. Et là, c'est la revanche. Valverde est dans le final et Valverde nous dame le pion cette année-là. Évidemment, on va prendre notre revanche l'année qui suit, donc 2020 dans la partie, donc l'année dernière, par rapport à là, on est en 2021, avec un départ de Mathieu Van Der Poel, dans ce que je considère être le bon moment. On va, en fait, regardez, c'est un petit rapproché là qui s'effectue avec les échappés qui sont repris, et on va être un petit peu filou, on va se barrer au moment où les échappés sont repris. En gros, personne peut prendre la roue, et derrière c'est de la descente. Il va y avoir un tournant à droite là, mais c'est la descente, et ensuite c'est la montée. Et après, résister dans la montée comme ça pour Mathieu Van Der Poel, c'est pas bien difficile. Il y a Lutsenko à ses trousses, mais c'est pas difficile de résister à cet endroit-là pour pour un Van Der Poel. Donc le petit moment où il fallait attaquer, voilà. Donc toute la question,
pour cette année 2021, et pour là, ce qui arrive dans quelques secondes, c'est où est-ce que ça va se jouer, tout simplement. Oui, dernière fois que j'utilise ce profil qui est DB par défaut. On a vu que la World DB, je l'ai utilisé par le passé, possède un très très joli profil aussi de Strade Bianche. On l'utilisera avec Astana quand on passera à l'année qui suivra. Alors, toujours, évidemment, surveiller le placement. C'est une course qui est nerveuse. On a moyen de se prendre des cassures sur ces enchaînements de vallons. Je n'ai pas l'impression, hein, je le redis, on a déjà parlé, on a déjà échangé avec certains d'entre vous, je n'ai pas l'impression que les gravillons soient autre chose que décoratifs. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qu'il peut y avoir réellement comme difficulté posée par ces gravillons, par exemple un jour de pluie. Hein. Mais bon, pour un spécialiste du cyclocross, les gravillons c'est du pipi de chat, et donc on est là assez tranquille. Le tri ne se fait pas, hein. Il n'y a pas de tri du tout, hein. Le peloton est encore assez nombreux, voilà, ça va un petit peu se réduire, puis moi je vais commencer à faire un petit peu rouler. Hein. Je vais faire un petit peu rouler. On a une équipe qui est évidemment orientée autour du champion du monde, mais avec un Remco Evenepoel qui va être chargé, ainsi que Dylan Van Baarle, de bosser, hein, de bosser pour son leader. Voilà, ils vont devoir travailler. J'avais emmené le frère aussi. Sinchek est de la partie. Sinchek, je vous l'ai montré sur tour UAE. Sinchek qui sera aligné comme ces hommes-là, hein, comme les hommes forts qu'on a à l'écran. Ils seront tous sur Tirreno, ceux-là. Hein. Normal, hein, ces petits enchaînements Strade Bianche, Tirreno, reste en Italie. Le durcissement commence à opérer, voilà. Mais on est quand même bien proche de l'arrivée, hein, au final. Ça aura mis vraiment du temps à se décanter. Allez, on est dans le Tolf. Voilà. On va réussir à en sortir plutôt en tête. Attention, Michał Kwiatkowski qui est bien présent. Vous avez vu, on voit quelque chose, c'est Diego Ulissi avec un maillot que vous ne devez pas reconnaître puisque j'ai changé évidemment le sponsor. On avait encore Katusha Alpecin et comme certains d'entre vous me l'ont fait remarquer, il s'agissait de changer ça, donc j'ai mis un nouveau sponsor pour cette équipe. J'ai gardé l'identité suisse. J'ai choisi de manière assez arbitraire et au final sans vraiment beaucoup d'importance, j'ai choisi Tissot. Tissot, vous savez, les chronométrages, Tissot, etc. Voilà, donc joli maillot noir et blanc, je trouve ça sobre et efficace. On en voit deux là, il y a Ulissi et un équipier qui sont à nos trousses. Evenepoel est chargé, on n'a pas réussi à se détacher, hein. Evenepoel est chargé d'emmener le mieux possible Mathieu Van Der Poel. Attention, il y a d'autres gens qui veulent gagner. Ulissi est là, Kwiatkowski est là, il va falloir accélérer, ce qui est chose faite. Donc, victoire beaucoup moins nette que l'année qui avait précédé, mais à l'arrivée quand même, une victoire plus que justifiée, sans qu'il y ait grand chose à redire. L'adversité n'était pas ridicule, hein. On regarde le top 10, on a compris, hein. Top 10, il y a quand même des jolis coureurs, hein, dans l'histoire, mais c'est pas non plus, il n'y a pas Alaphilippe, il n'y a pas tout un tas de gens qui pourraient faire très mal. Bon, on parle de Paris-Nice maintenant. Paris-Nice 2013, puisque c'est le profil qui a été retenu au final. J'ai retenu ce Paris-Nice 2013 et vraiment pas pour me faire plaisir parce que ça va nous poser pas mal de difficultés, hein, évidemment, mais parce que ouais, le parcours est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli, c'est difficile, ça n'est pas réellement adapté aux qualités de nos coureurs, mais c'est pas grave. Donc il va falloir se dépatouiller de tout ça, essayer d'aller gratter le top 10, le top 5 pardon, demandé par le sponsor, tout en sachant que Galopin est de la partie, Omen est de la partie aussi, et après j'ai pris quand même une ribambelle de coureurs assez anonymes, hein. Ils sont assez anonymes, mais c'est justement voilà, ça qui va être sympa, c'est qu'on doit vraiment se débrouiller avec une équipe qui est quand même pas super forte, anonyme. N'en veuillez pas, hein. Sénéchal n'est pas anonyme dans l'absolu, mais
pour jouer un rôle majeur sur un Paris-Nice, il est anonyme. On a emmené Nieuwenhuis, qu'on va voir à l'œuvre au sprint dans les minutes à venir, parce que, outre un prologue, ensuite il va y avoir quelques étapes qui peuvent être totalement destinées à des sprinters, et je me suis dit, c'est l'occasion de tester Nieuwenhuis. Il n'a pas été recruté pour sprinter, hein, Nieuwenhuis, qu'on soit clair, hein. Mais par contre, très ponctuellement, là, l'utiliser en sprint, on va voir, c'est justement... parce que là j'ai un train, hein, c'est ça que j'ai comme avantage, le prologue, hein, sur lequel on est au final pas ridicule, hein. Galopin n'a pas été mauvais, il a fait un joli temps. Sam Omen fait ce qu'il peut, c'est un prologue qui n'est pas réellement à son avantage, il va réaliser un temps pas dégueulasse mais loin d'être génial, alors que Galopin aura vraiment été méritant, et du coup, bon, pas beaucoup de secondes concédées par Omen, y a pas des masses d'enseignements, hein. Donc voilà, je vous parlais de Nieuwenhuis que je vais essayer de promouvoir là dans l'étape qui suit. Savoir que bon, Nieuwenhuis, je l'ai pris pour une raison très simple, c'est que c'est un gros costaud, c'est un mec qui est normalement avec des qualités physiques, là c'est pas vraiment apparent, hein, mais dans la réalité, Nieuwenhuis c'est un coureur assez fort physiquement, c'est quelqu'un qui a un profil pour venir aider mes coureurs, en tout cas un profil que j'aime bien, et puis surtout il a été recruté, je vous rappelle, ou alors je l'ai jamais dit, mais son premier objectif à Nieuwenhuis, c'est 3 jours de Bruges-la-Panne, hein, et c'est pas pour essayer d'aller les gagner, hein, c'est pour faire le boulot pour son leader Mathieu Van Der Poel, hein, point barre quoi. Je sais plus si je lui ai mis 3 jours de Bruges-la-Panne ou en Wevelgem, mais voilà, je lui ai mis un objectif majeur où il va être poisson pilote. Donc sur le premier sprint, en fait, c'est assez paradoxal. J'ai voulu emmener, j'ai fait un train en gros Sénéchal, Galopin, Nieuwenhuis. Et au final, je vois que Galopin il est un peu plus en canne. Il est un peu plus en canne que Nieuwenhuis, c'est normal. Galopin, il a son pic qui est un petit peu plus tôt dans la saison par rapport à Nieuwenhuis. Donc je me dis à l'étape 3, allez, tu mises sur Tony Galopin au final, parce que Tony Galopin, c'est quand même un puncher qui est capable comme ça d'aller vite sur des arrivées. Ouais, ça se tente, quoi. Franchement, ça se tente. Et plutôt utiliser Nieuwenhuis dans la préparation du sprint, hein. Je vais même pas dire en poisson pilote, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais mon petit Sénéchal là, sur Tour de France, avant qu'il soit hors délai, sur le Tour de France qui avait précédé, il avait été un poisson pilote remarquable avec Dylan Van Baarle en lanceur. Il avait été remarquable pour ce qui était de lancer Mathieu Van Der Poel. Donc à l'arrivée, beaucoup d'estime pour Sénéchal en tant que poisson pilote de substitution, hein, faute de mieux. Et regardez, il m'a permis d'emmener Galopin à la victoire à l'étape 3. Donc j'ai même pas à réfléchir. Au nez à la barbe des meilleurs sprinters, on voit Groenewegen, Gaviria, etc. qui sont derrière. Donc je regrette pas mon choix, parce qu'en plus il y a un petit bonus là pour Tony Galopin d'avoir gagné cette étape-là. Il y a la bonification de 10 secondes. Du coup, je reste au final sur l'idée de Tony Galopin, non pas leader, mais numéro 2 de l'équipe, quoi, très clairement. Et Omen, évidemment, dès que ça s'élèvera. Mais avec vraiment un rôle protégé, voilà, pour Galopin. On est ici dans une étape, encore une fois, qui est destinée peut-être à arriver au sprint, même si elle est plus vallonnée que les 2 précédentes. Mais tout de même. IRL, ça avait donné du Michael Matthews. Donc, ok, hein, Michael Matthews, c'est pas un grimpeur. Ok. Donc là-dessus, on sait très bien à quoi on va s'attendre. J'essaye du coup de faire bis repetita avec Galopin. Je me dis, après tout, si ça a marché une fois, pourquoi est-ce que ça marcherait pas 2 fois? Vous avez vu, en plus, c'est en faux plat montant très prononcé, cette arrivée. Et c'est le français Christophe Laporte qui va s'imposer d'une courte tête devant Arnaud Démare, avec une 4ème place pour Tony, ce qui est loin d'être honteux. Donc au final,
ça me donne une petite idée. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode, je ne sais pas combien, peut-être 6 ou 7, je sais pas, l'année précédente, hein, sur Paris-Nice, Tony Galopin, il avait fait une victoire d'étape plus maillot vert. Bah, je me prends à rêver de la même chose, en fait, pour lui, et je me dis, par contre, pour le général, ce serait quand même mieux de miser sur Sam Oomen, parce que le contre-la-montre de l'étape 8, qui est court, hein, mais qui est en pure grimpette, ce contre-la-montre, il donne pas le choix, ça va plutôt être pour les grimpeurs, celui-là, donc il faut plutôt penser à Oomen. Mais je suis toujours tiraillé, en fait, dans ce Paris-Nice, je suis tiraillé entre tenter la chance avec Galopin, ou bien oublier Galopin et privilégier uniquement Oomen. Vous allez voir que je vais essayer de gérer les choses afin de ne pas brûler la chance de l'un ou de l'autre, en fait. Ouais, vraiment garder 2 chances le plus longtemps possible. Ok, donc à noter aussi la présence, alors que le terrain commence à devenir de plus en plus délicat. Vous voyez ce petit Von Schultz, le petit Allemand là qu'on a recruté, il est pas mal, hein. Au final il est celui qui tiendrait le mieux, hein, dès que ça commence à être trop vallonné. Ce serait celui qui tiendrait le mieux derrière Galopin et Oomen évidemment. Donc intéressant, Von Schultz en protection. Arensman, il faut lui donner du temps à Timmins. Arensman, il faut bien lui donner du temps à celui-là parce que je suis sûr qu'il peut grimper pas mal. C'est un vrai coureur, hein, alors que Von Schultz, c'est un régène. Donc voilà, on sait qu'on joue vraiment sur la durée, hein, mais des fois on est impatient et on a envie de réussir tout de suite des résultats, mais bon, voilà, il faut se calmer. Il faut se calmer, attention à l'attaque conséquente là. Il y a Bernal qui a pris la roue de Wilco Kelderman. Il faut que je vous dise un truc aussi, c'est que dans cette étape, vers le début de l'étape, il s'est passé un truc juste capital pour la fin de ce Paris-Nice. C'est que Christopher Froome est tombé et a abandonné. Parce que ça, c'est quand même le truc dont j'aurais peut-être dû parler tout de suite d'ailleurs, j'ai oublié, désolé. À partir du moment où vous avez Froome et Bernal chez Ineos et que Froome tombe, hein, bah on a compris, hein, ce qui va se passer. C'est-à-dire que le leadership, il rebascule sur Bernal. Et pour nous, si on cherchait à gagner, bah c'est vachement... ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas du tout. Parce que je préfère combattre Froome, qui est au niveau de ses notes, qui est peut-être plus prenable dans Pro Cycling Manager 2019 avec les notes qu'il a, en tout cas sur cette DB. Hein. Je préfère prendre Froome que prendre Bernal. Bernal, il est injouable. Ou alors il faut un scénario de malade pour arriver à le déstabiliser. Donc à partir de là, Bernal il va nous faire la chanson là. Oomen va prendre une deuxième place, ça n'est pas honteux. Il y a Manu Bourkman qui s'illustre. J'aime bien Manu Bourkman. Un Vincenzo Nibali qui craque un petit peu sur cette étape-là. Des écarts assez conséquents, hein, mine de rien. Et du coup, replacement de Bernal en tête. Attention à Solaire. Alaphilippe est en embuscade. Mais au final, quand on voit ça, on se demande du coup qu'est-ce qu'il pourra bien faire que la victoire échappe à Bernal. Parce que vu ce qui reste, c'est franchement pas évident. Alors on va se battre. Et puis de toute façon, nous on a un objectif déjà, c'est le top 5. On y est dans le top 5. Mais jusqu'à la dernière étape, ça peut bouger. Hein. C'est pour ça que c'est pas du tout acquis. Je continue à faire preuve d'une relative prudence pour essayer d'économiser mes hommes sur 8 jours de course. Si je les fatigue trop à certains moments, il y aura peut-être moyen de ne pas avoir la bonne forme du jour à la toute fin alors qu'on en aura besoin. Donc par exemple là sur cette étape 6, on se calme, on reste évidemment en embuscade pour aller disputer un éventuel sprint. On peut aussi essayer de déstabiliser l'IA par une accélération sur une petite dernière bosse comme on l'aperçoit là. Mais à part ça, pas grand chose. Hein, pas grand chose. Donc on va quand même s'y atteler sur la toute fin, essayer de durcir un peu les choses pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un qui se ferait piéger. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, donc la notion de bordure n'est pas vraiment d'actualité, mais au moins faire rouler. Ce petit enchaînement là, Sénéchal, Von Schultz, Galopin, Oomen,
J'ai mis Lee Van Huys, mais je sais pas s'il va pouvoir jouer un rôle, parce que ça paraît un peu délicat pour lui, c'est la petite boss dont je vous parlais là, on va durcir. On va durcir dans cette boss, parce qu'il y a quand même éventuellement quelque chose à faire. Moi, essayer de réduire le peloton, hein, voir si on pourrait pas éliminer du monde. C'est chose faite. Donc pour la victoire finale, il va y avoir un petit peu moins de monde qui va être concerné que ce qu'on aurait pu penser à l'avance. Arriver en léger faux plat montant, là encore. Alors pour qui ça va être? Ça va être, bon, il est léger, hein. Ça va être pour Viviani, voilà. Viviani avec un joli travail auparavant de la Ducking Quick Step. Et bah oui, très très logique au final, hein. Vous avez Viviani comme ça qui vient prendre l'étape. Bon, quelques sprinters derrière, ok. Très bien. Pas grand chose à dire. On s'est pas trop fatigué parce qu'on a juste fait le sprint et une petite accélération sur la fin. Donc au niveau de la fraîcheur, on s'est pas condamné. Et arrive une étape 7 qui est très très jolie. Elle démarre en plus avec le col de Vence. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une fois joué un Paris-Nice, je crois que c'était 2010 ou 2014, j'ai un doute en fait, je me souviens plus, avec Tish Benoît, où il s'était passé quelque chose d'assez spécial au col de Vence. Je vous renvoie à l'épisode concerné, je crois que j'avais le mot miracle dedans, je sais plus quoi. C'était vraiment un truc incroyable ce qui s'était passé sur cette étape-là. Bon là, il n'est pas en juge de paix le col de Vence, mais il est quand même difficile, hein. Il fait des dégâts, hein, même si nos équipiers ont quand même réussi à tenir le coup. J'ai consommé Nivenhuis et Sénéchal en premier lieu pour essayer d'économiser les autres, notamment Jorgensen, qui peut être intéressant, hein. Il y a certains noms, au passage j'en profite pour le dire si jamais vous posez des questions. Il y a certains noms que j'ai bel et bien modifiés, mais qui au final en course apparaissent pas sous le vrai nom. C'est-à-dire que, par exemple, pour un Belge là, jeune que j'ai dans mon équipe qui s'appelle The Raken, le jeu me l'affiche encore Voreken. Donc c'est assez étrange, pourtant j'ai fait la modif. Quand je fais des modifs, ça marche tout le temps, et là ça marche pas. Bref, voilà. On a vu que Lutsenko est avec le maillot à pois. Lutsenko fait le maillot à pois. Vous verrez qu'à la toute fin de ce Paris-Nice, il y aura une séquence plutôt rigolote à ce sujet-là. Et là, j'en ai un petit peu marre. Quand je vois Greg Van Avermaet qui est accroché à ce groupe de leaders là, je me dis c'est pas possible. Il faut essayer d'accélérer quelque chose. Et c'est vrai que j'avoue sur cette étape-là, j'ai plus joué pour Galopin que pour Oman. Pour une raison très simple, c'est que vu la config de l'arrivée et du final, je sais que Galopin, c'est un type de profil sur lequel il peut s'imposer. Parce qu'il a une très très bonne note en descente, c'est un bon descendeur, Tony Galopin. Et en plus, il a du jump, hein. Il est capable de régler un petit groupe au sprint, hein, sur la promenade des Anglais, hein. Donc je me dis que au final, je joue le coup pour Galopin, tout en évidemment ne condamnant pas Oman, hein, c'est la base, hein. Oman, il va donner tout ce qu'il peut, et puis après il se calera dans la roue de Egan Bernal et on jettera la pièce en l'air pour le contre-la-montre, hein. De toute façon, qu'est-ce que va faire Sam Oman sur ce type d'étape? Honnêtement, c'est pas l'endroit. Il y avait un endroit où il fallait s'exprimer un petit peu mieux, c'était l'étape 5. Et là, je me suis fait damer le pion avec Oman par Bernal. Donc à partir de là, il n'y a plus qu'à espérer l'étape 8, hein, pour Oman. Par contre, voilà, donc Galopin, il y a encore quelque chose à faire. Et si je ne roule pas, l'IA s'arrête. Ça, c'est un peu gonflant, pour être franc. Alors là, je vais essayer d'aller grappiller quelques points. Surtout que si on fait le sprint, ça peut engendrer une échappée qui peut ensuite être exploitée. Et à ce moment-là, bah non, ça se calme. Alors du coup, je me dis, c'est pas possible, on va secouer le cocotier là. On va essayer de voir si on pourrait pas caler Oman dans la roue. Et en plus, on a de la chance. À la Philippe avec Galopin. Moi, je veux un truc dans ce jeu, hein. Je veux une upgrade, hein. Je veux qu'on puisse comme ça contacter le directeur sportif
Lefebvre et lui dire s'il roule, Julien, moi ce qui m'intéresse c'est juste le temps. Julien, s'il roule, je donne l'étape. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, faire des petites ententes comme ça en course, c'est ce qui a lieu tout le temps dans le cyclisme. Les gens s'entendent, c'est normal. Et il y avait un moyen où si on avait accéléré à bloc, on pouvait se faire la malle entre Alaphilippe et Galopin, il y avait moyen d'arriver à 2. Hein. Et au final, Alaphilippe est toujours resté dans la roue de Galopin. Alaphilippe a fait preuve d'un tempérament qu'on ne lui connaissait pas sur Pro Cycling Manager 2018. Avant, il était excessivement offensif et on pouvait l'emmener dans des coups. Et là, non, il roule pas. Et puis de plus, regroupement, attaque de Mollema pour ce qui est d'aller chercher la victoire d'étape. Du coup, Alaphilippe se réveille et à l'arrivée, en fait, c'est nul parce que on est perdant-perdant. Au lieu de gagner du temps avec Galopin et faire gagner l'étape à Alaphilippe, tout le monde est battu par Mollema et les bonifs sont réduites à peau de chagrin. Et au final, Bernal, il est même pas impacté alors qu'il avait plus d'équipier pour rouler. Voilà. Donc, si, d'une part, Bernal est à ce niveau-là, s'il n'y a pas Froome pour l'empêcher d'être leader, et qu'en plus, l'IA contrecarre nos plans et refuse la moindre alliance contre Ineos, punaise, ça va pas être gagné. Hein. Ça va pas être gagné l'histoire. Même si on l'a pu voir dans le Giro que je vous ai proposé avec Astana, que ok, il y avait moyen de faire basculer les choses, mais il faut vraiment une circonstance de course, quoi. Il faut plus faire comme j'avais fait, à savoir menacer au général avec un coureur dangereux, rejoindre des échappés qui ont intérêt à rouler, mais si on croit que les leaders vont rouler contre Bernal, ça va pas être forcément le cas. Ça va pas être le cas. Donc délicat à gérer. Je râle pas, mais c'est juste que j'adorerais qu'on puisse faire des alliances, faire des marchés, conclure des pactes, faire des négociations. Moi-même, Alaphilippe, s'il m'avait fait gagner du temps avec Galopin, là, mais je lui donne cette étape-là, plus une prochaine étape sur je ne sais quel tour. Vous voyez, ce serait marrant qu'on puisse s'engager comme ça à l'avance, conclure des marchés. Vous auriez comme ça un petit menu de votre directeur sportif que vous représentez. Et dans ce menu-là, il y aurait ses rapports avec un tel, il y aurait ses capacités de négociation, son aptitude à convaincre pour tel ou tel aspect du jeu. Bref, être un peu plus en immersion, gagner en réalisme. Je suis sûr qu'ils seraient capables de nous faire ça, les développeurs. Je suis sûr que pour Pro Cycling Manager 2020, ils peuvent nous le faire. Et là, le contre-la-montre qui arrive au col d'Aez, à Aez, pardon. Est-ce qu'on se faisait vraiment des illusions par rapport à son issue? Honnêtement, pas vraiment. C'est réservé aux grimpeurs, voilà, chasse gardée. Et au final, nous, on va s'en sortir, mais vraiment in extremis. On va sauver notre top 5, mais pas avec Tony, hein. On va sauver notre top 5 avec Oman, qui va donc, et ce sera une satisfaction, remplir un objectif sponsor, ça m'emmène. Regardez bien là ce qui va suivre. Regardez là, voilà. Tac. Ça, c'est le petit numéro de magicien de Lutsenko qui va faire, hop, voler les objets. Voilà, non, c'était pour s'amuser légèrement. Maillot vert pour Galopin. Top 5 pour Omen. Je considère que ce Paris-Nice n'est pas un échec. On a fait un petit peu mieux que l'année passée. Et on passe à Tirreno Adriatico avec un profil 2013 sur lequel Vincenzo Nibali s'était imposé. Il est beau, hein. Il est beau. Je peux juste vous dire, là on va pas le finir, hein, parce que c'est pas possible au niveau du timing. La fin, elle sera dans l'épisode 17. Mais ce Tirreno, il a joué, si vous voulez, il m'a passionné. Il a été d'une intensité incroyable. Donc pour ce qui est de l'intensité maximale, je vous renvoie à l'épisode 17. Mais quand même, les 4 premières étapes là que je vais vous proposer sont pas inintéressantes. Déjà, il y a un chrono par équipe. Un chrono par équipe, ça nous intéresse forcément. Parce qu'on veut savoir où on en est à ce niveau-là. Vous avez vu, j'ai emmené le petit Guéno, le petit Onclin, notamment.
le petit Sondervan, parce qu'en fait, ces 3 gars-là, ils ont un avantage. De toute façon, au niveau équipier de renom, on n'en a pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup d'argent, je rappelle. Hein. Et actuellement, même avec notre recrutement qui était assez modeste au final, hein, en tout cas qui était un recrutement limité, je perds, en comptant le staff, etc., je perds environ 90 000 euros par mois. Ce qui veut dire que si j'ai pas des victoires, je mets la clé sous la porte. Mais pour l'instant, ça va, j'ai une petite marge, mais pas évident du tout, quoi. Donc, j'ai emmené ce que je pouvais emmener, et j'ai choisi un petit peu de bons rouleurs, quoi. Il y a un Guéno, un Onclin, je vous parlais juste avant, qui sont jeunes, qui sont intéressants, qui n'ont pas des mauvaises notes au final, et qui ont justement une aptitude en CLM qui est pas dégueulasse, quoi. Qui nous permet d'aller comme ça performer de façon absolument pas ridicule, puisqu'on va comme ça quand même se mettre dans le top. Hein. On est une petite différence avec Astana au final, le chrono a été réévalué, mais on est top 5, quoi. Hein. On est 3ème ex-aequo quasiment. Donc c'est vraiment pas mal. Surtout, ça n'empêche rien. Ce chrono-là, il n'empêche rien. Alors que l'année précédente, hein, je vous rappelle combien on avait perdu sur le chrono d'entrée. Ça avait été un drame. Ça avait été un drame absolu, quoi. Donc, Mathieu Van Der Poel se retrouve en situation de peut-être prendre le maillot de leader s'il gagne l'étape. Donc vous doutez bien que dans ma tête, ça n'a pas fait un pli. Je me suis dit, on va faire tout ce qu'on peut pour aller chercher cette étape. On va aller chercher cette étape, en tout cas se donner les moyens, et donc durcissement, etc. Vous connaissez la chanson, on a Remco qui est à même de bien travailler. On a aussi évidemment le meilleur ami dans la partie de Van Der Poel. Alors que là on peut jauger un peu l'arrivée, hein. On voit qu'il y a un tournant juste avant. C'est assez intéressant quand il y a des circuits comme ça pour terminer. C'est très intéressant de voir comment est située l'arrivée, parce que qui dit présence d'un tournant dit obligation de déclencher le sprint bien avant le moment où vous l'auriez déclenché si c'était une ligne droite. C'est clair, parce que pendant le tournant, le mec il sprinte pas. Hein. Et derrière la reprise d'accélération, et au final on n'est pas loin de se faire taper. Hein. On la prend, hein, ok. Il y a ce sprinter improbable que peut être Brian Alaphilippe. Bref, ce qui est à noter, c'est une grosse cassure. Une grosse cassure, donc au final, on est quand même gagnant, hein, sur cette étape. On est bien gagnant parce qu'il y a des gens qui ont pris cher et qui auraient pu être une menace au général. C'est à voir. Parce que bonjour la présence de leader sur ce Tirreno. Hein. Il y a Geraint Thomas et Kwiatkowski, même si Kwiatkowski vient de prendre un petit éclat, mais rien n'est fini. Pour la Ineos, il y a Tom Dumoulin qui est toujours chez Sunweb dans la partie. On a Primoz Roglic qui lui par contre a changé d'équipe. On a une Movistar qui est juste très forte parce qu'elle a sans cesse de très bons coureurs à aligner. Je vous avais raconté dans l'épisode 15 que Movistar, ils avaient fait un recrutement l'été précédent. Tous azimuts, ils avaient chopé peut-être 5 ou 6 coureurs à plus de 79 de général, quoi. Quasiment, on en était là. Hein. Donc très forte Movistar, même si les forces ont été forcément un peu divisées entre Paris-Nice et Tirreno, mais bon quand même. On voit que le sprint là, juste avant la fin, l'intermédiaire avant la fin, on a vu de jolis sprinters bel et bien présents. Donc faut pas croire qu'on a lâché les sprinters qui peuvent contester la victoire à Mathieu Van Der Poel. Il va falloir encore durcir cette fin de course. Dernier kilomètre, il se présente comment? Ok, ça va, c'est mémorisé. Il y a quelques tournants, mais on se doute à peu près du moment où on devra lancer le sprint. Il n'y a pas de problème. C'est parti. Petite difficulté, on va pas se gêner pour essayer d'appuyer. Evenepoel avec Dylan Van Baarle dans la roue. Et ensuite, c'est une descente dans laquelle Van Baarle est à fond pour lancer son leader sprinter, puncher, classic man, je dois en rajouter, Mathieu Van Der Poel, qui est à la lutte avec Peter Sagan pour une victoire d'étape. Attention, ça tient, ça va, il y avait encore même un peu de marge.
parce qu'au final on s'impose avec encore pas mal de barres. Donc deuxième victoire d'affilée là pour Van Der Poel, qui prend un petit peu d'avance, un petit peu seulement, au général, voilà, 15 secondes, avec quelques-uns des nôtres qui sont pas mal placés aussi, pas mal. Mais là le problème c'est que l'étape qu'on aborde, qui arrive à Pratiditivo, elle est juste irrespirable, quoi. Terrible. Terrible l'arrivée là. Là, je m'attends à tout. Là. Je m'attends à tout. Parce que je vous rappelle qu'on doit taper un top 5. À l'origine, dans mes rêves les plus fous et déments, je m'étais dit, allez, ce serait sympa que ce top 5 il soit visé par Remco. Bon bah c'est là qu'on va savoir. C'est là qu'on va savoir si c'est vraiment montagneux ou si c'est considéré comme vallonné par le jeu, quoi. De vous à moi, j'ai un petit peu peur que ce soit montagneux. C'est ce qu'on va voir. Donc, j'ai essayé de la jouer à l'économie. Quitte à me faire ponctuellement un tout petit peu décrocher, mais je m'en fiche parce que dans cette très très longue ascension, il y a moyen comme ça, voilà, on revient très facilement. On revient en mettant un petit effort relais et puis en ayant ensuite tout le monde dans la roue. Voilà, on est dans les starting blocks pour déjà, premièrement, reconstituer notre barre à fond. Les qualités de descendeur, je vous rappelle, favorisent la récupération de barres pour les coureurs et notamment le dénommé Van Der Poel, ok, avec son 80. Vous avez vu que ça a changé légèrement là. Ça s'est passé entre l'étape 3 et l'étape 4. Je vous en parlerai, je ferai une vidéo spéciale progression. Je bosse dessus. C'est pas évident parce que j'essaie de collecter pas mal de données. Mais ce petit moment totalement anodin, passage de l'étape 3 à l'étape 4 pour Mathieu Van Der Poel, il a été génial. Il est tombé à pic pour moi parce que j'ai pu procéder à pas mal de choses. On en reparlera plus tard. Là, on est sur la fin d'étape. Van Der Poel a donc sa note de montagne qui est maintenant passée à 73. Il a bénéficié d'un petit entraînement course par étape que je lui administrais. Puis vous vous souvenez aussi, j'avais changé de coach à l'épisode précédent, quitte à perdre un petit peu d'argent. J'avais changé de coach et ça va, j'espère, nous permettre de limiter un petit peu les dégâts. On a vu que Remco, il est encore un peu just, mais ça viendra. Il faut être patient avec Remco. Donc on a compris, qui est-ce qui va pouvoir essayer de prétendre à un éventuel top 5 dans notre équipe sur Tirreno. Je crois qu'on l'a sous les yeux. On l'a sous les yeux, et puis à devant, il y a les surhommes. Voilà. Dumoulin, Geraint Thomas, Jakob Fuglsang, Roglic. Voilà. Là, c'est les 4 qui sont les meilleurs. Derrière, il y a des coureurs qui sont plutôt pas mauvais. Et maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'addition. L'addition, s'il vous plaît, pour voir un petit peu où ça va nous mener. Donc, 10e place, franchement pas dégueulasse pour Van Der Poel sur ce profil-là. 10e, c'est pas mal quand même. Et ouais, mais le problème, c'est que ça suffit pas. Ça suffit pas. Il va falloir essayer de se rapprocher de ce top 5. Au cours d'étapes 5, 6, 5, 6 et 7, que je vous promets, assez indécise et plutôt palpitante. Il y aura Milan-San Remo, il y aura tout ce qui suivra et qu'on peut imaginer dans l'épisode 17. Je m'arrête là vraiment pour une histoire de temps. Des vidéos déjà de plus de 30 minutes. Bon, ok. Mais les vidéos qui dépasseraient 40 minutes, bon, on va un petit peu se calmer. On va essayer d'être raisonnable. Je vous dis grosso modo à la semaine qui suit. Et à plus, portez-vous bien. Bye bye.